Julia est l'invité exceptionnel dont refait le Mac. Ce Français, co-créateur de Siri, porte un regard sur son bébé et pourquoi l'assistant vocal d'Apple a tant de mal à grandir. Cet expert mondial de l'intelligence artificielle s'interroge sur son impact réel dans notre futur. Faut-il croire les géants de la tech qui nous prédisent qu'elle va tout révolutionner? Faut-il en avoir peur? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Je vous rappelle qu'On refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemacom et sur notre app iOS ORLM, mais également sur YouTube, Dailymotion, iTunes Podcast. Et vous disposez également d'une version audio sur iTunes Podcast, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn. Et nouveau, n'oubliez pas, cette semaine, je vous invite à découvrir notre nouvelle émission. Ça s'appelle On refait la tech. Elle réunit la fine fleur de la presse tech française pour débattre des grands enjeux de la tech. Le pilote est en ligne, allez le voir. Au sommaire cette semaine, l'industrie de la tech risque-t-elle la quarantaine avec le coronavirus? La reconnaissance faciale, on va en parler aujourd'hui. Faut-il encourager ou l'interdire en France? Enfin, alors que les États-Unis mènent une guerre ouverte contre Huawei, quid de la position française? Et surtout, n'hésitez pas à réagir et à nous donner vos impressions sur ce premier épisode. Allez, on revient, on refait le Mac avec comme invité, on a beaucoup de chance cette semaine pour nous parler d'intelligence artificielle. Monsieur Luc Julia, bonjour Luc. Bonjour Olivier. Luc, tu fais la navette entre les États-Unis et la France. Tu es connu comme, on va se tutoyer, pour être l'un des papas de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Et puis tu as quitté Apple il y a longtemps maintenant pour rejoindre Samsung en 2012 pour occuper le poste de vice-président. Et tu es chargé de l'innovation, c'est ça, chez Samsung, en gros, pour résumer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? Oui, innovation, software, on va dire, donc l'IA en gros, puisque tout est IA. Et particulièrement un laboratoire qui est basé à San Francisco. Oui, et l'autre à Paris. Et un autre à Paris, et je crois que tu as bataillé pour qu'il arrive en Paris, peut-être qu'on en parlera également. Quand tu dis intelligence artificielle, c'est quoi? C'est plutôt l'Internet des objets aujourd'hui qui t'intéresse véritablement? Il y a de l'IA dans l'Internet des objets, mais aussi tout ce qui est médecine, santé, transport, donc tout ce qui touche à l'humain, en gros. Très bien. Et à côté de toi, un fan de Luc Julia, un habitué de l'intelligence artificielle, vous allez savoir pourquoi. Il s'agit de Warit Archaoui. Archaoui, j'ai bien prononcé. Warit Archaoui. Bonjour Warit. Bonjour. Alors Warit, tu es un fin connaisseur de l'IA puisque tu viens de terminer ton doctorat d'IA statistique. Presque, j'ai pas encore soutenu, mais c'est presque fini. Allez, le dernier coup de rein. Oui. À l'Université Descartes, et tu es data scientist pour le site de vente de pièces et d'accessoires pour automobiles oscaro.com. C'est quoi concrètement un data scientist aujourd'hui? J'aime bien le Twitter de Josh Wills en 2012, qui est devenu un adage depuis, et qui dit qu'un data scientist, c'est quelqu'un qui est meilleur en statistique qu'un ingénieur en informatique, et qui est meilleur en ingénierie informatique qu'un statisticien. D'accord. J'aime bien ces deux pieds-là, les statistiques et l'informatique. On travaille très très dur en statistique, en maths, quoi. L'idée, c'est de prédire, c'est ça, essayer de comprendre et essayer d'anticiper la demande du consommateur, c'est ça en gros l'idée au sein d'Oscaro? Oui. La prédiction des stocks, par exemple, dans le futur. Parfois aussi, est-ce qu'il y a des fraudes à la carte bancaire? Enfin, ce sont des projets qui ont été médiatisés, par exemple, à ce sujet. Donc, voilà, et l'idée, c'est de mettre en place des outils numériques pour pouvoir avoir des outils de prédiction assez fins. En duplex, vous le retrouvez quasiment chaque semaine dans On refait le Mac. En duplex de Lausanne, Didier Policani, de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien? Ça va bien, on a du beau monde ce soir Didier. Du très beau monde, et c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais je trouve qu'on vit quand même une époque de l'histoire humaine assez incroyable quand même. Tout ce qu'on a traversé, et, tu vois, moi j'espère vivre encore assez longtemps pour voir toutes ces choses évoluer. Est-ce que mes enfants auront des voitures autonomes et des robots à qui tu peux vraiment parler comme Jarvis? Mais c'est vrai que c'est quand même assez fou. On l'imaginait il y a encore, tu vois, que quelques dizaines d'années, et il y a tout un tas de choses comme ça qui se mettent à se réaliser grâce à des personnes comme tu as sur le plateau. Oui, mais je pense que Luc, je ne veux pas troller l'émission, mais je pense que Luc va un petit peu trop refroidir, car le grand dada de Luc, c'est le titre de son ouvrage, ça s'appelle l'IA, l'intelligence artificielle n'existe pas. En duplex, celui dont on ne peut pas montrer le visage, le paria d'Apple, on peut l'appeler comme ça, Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Oui, bonjour Olivier. Bon, ça fait bien longtemps qu'Apple
dans la cure de mes activités, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que j'aime beaucoup le numéro qui s'annonce. Dans mon nouveau métier, j'essaye aussi d'intégrer un peu ce que moi j'appelle de l'IA de premier niveau à travers des tests aujourd'hui de chatbot écrit. Bon, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour essayer de sortir un produit ou un service avec un peu d'IA, et c'est pour ça que je n'ai pas été présent. J'ai été très très occupé ces derniers mois. Resquilleur. Allez, on enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, le titre est un peu provocateur. Pourquoi si ridicule ? Le sondage de la semaine, c'était la réponse à la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'On refait le Mac. La question était celle-ci. Êtes-vous satisfait de Siri, l'assistant vocal d'Apple ? Vous étiez près de 73% à répondre non et 28% à répondre oui. Près de 440, plus de 440 votants, donc c'est beaucoup. Et puis un sondage qui a entraîné de très nombreuses réactions, parfois sévères, comme celle de Julien sur Twitter. Mon épouse, mon fils de 9 ans et moi-même sommes orientés tech, chacun à notre façon. Nous avons essayé les 3 principaux assistants du marché, Google Assistant, Alexa et Siri. Verdict, ils sont complètement cons, voilà, c'est clair. Et Siri est le pire. Alors, messieurs, on posera la question à Luc, histoire d'évacuer la question de Siri vraiment, et d'Apple afin de pouvoir parler de manière plus large d'intelligence artificielle avec lui. Mais êtes-vous déçus, vous, messieurs, en plateau, des assistants vocaux et de Siri en particulier ? On va commencer avec Didier, du côté de Lausanne. Bah écoute, je pense que les gens sont... Enfin, j'essaie d'expliquer un petit peu ces réponses qui sont quand même assez tranchées, mais je pense qu'on a promis beaucoup à l'origine, que Siri n'a pas beaucoup évolué, et puis que, bon, on va en reparler après, mais les gens ont aussi installé d'autres assistants qui sont un petit peu meilleurs. Alors, Siri n'est pas forcément mauvais pour les tâches de tous les jours, hein. Moi, je l'utilise. Il y a des commandes, on sait qu'elles marchent, donc pour celle-là, voilà, pour allumer la lumière, pour CarPlay, pour tout un tas d'activités. Pour demander de la musique aussi, c'est très pratique. Mais c'est vrai que, voilà, on en attendait plus, et puis finalement on a abandonné un petit peu l'idée, comme Apple le fait pas tellement évoluer, qu'il n'a pas, tu vois, des nouvelles commandes toutes les semaines, bah voilà, on s'y habitue, et puis finalement oui, on est un petit peu déçu. Monsieur X, de ton côté, un petit peu ton verdict après presque 8 ans en usage quotidien de Siri. Siri, vu d'un utilisateur, on est à un balbutiement. C'est une manière d'automatiser et de rendre la vie plus simple des gens dans des écosystèmes fermés. Mais c'est de la commande, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. Et moi, ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est que je ne peux pas vraiment dialoguer avec Siri. Je lui donne des ordres, des fois il exécute bien, et puis des fois il exécute pas bien. Ma frustration, elle est plutôt là sur le potentiel non réalisé plutôt que sur un jugement définitif. Wari, de ton côté, tu as débarqué avec un Mac tout à l'heure, donc je présume que tu utilises Siri, et puis tu connais un petit peu le côté coulisses et la difficulté de mettre en place ce type d'assistant et de développer des logiciels autour de l'intelligence artificielle. Quel verdict que tu donnes, toi, autour de Siri aujourd'hui, brièvement ? À une certaine époque, on était habitué à ce que Google, par exemple, fasse un produit qui n'est pas complètement fini, bêta, je pense à Gmail, il y a quelques autres. On est content quand même, et puis ça progresse, et puis finalement on est content. C'est très très américain d'ailleurs de faire ça comme ça, de manière itérative. Apple, on est quand même dans une autre culture. Tu penses qu'on est plus exigeant avec Apple que les autres marques ? On veut être impressionné tout de suite, on veut que ça marche immédiatement. Nous autres chercheurs, on essaie quand même de repousser les limites de la connaissance. Il faudrait quand même qu'on soit très indulgent avec nous, il ne faut peut-être pas exagérer. Alors Luc, concrètement, on va arrêter le supplice. Quelle est ta vision, toi, de Siri avec du recul je l'utilise pour la musique notamment. Wari, je suis très content. Wari, tu me disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas un peu un paradoxe de demander à quelqu'un de Samsung de parler d'un produit d'Apple, mais si tu en as quand même, tu as beaucoup travaillé sur ce projet-là il y a 10 ans maintenant, plus de 10 ans maintenant. Quelle vision tu as de Siri aujourd'hui ? Pourquoi, selon toi, il déçoit autant ? Regarde, on a une réaction sur Twitter encore de Sébastien qui lui pointe du doigt un point bien particulier de Siri. Comment expliquer que Siri soit si mauvais ? Je ne parle pas d'IA, mais de compréhension. Alors, c'est intéressant son discours. Même la synthèse vocale est à la ramasse. Est-ce que ce n'est pas là le problème peut-être, notamment en français ? Alors, il va falloir remettre un peu les choses au bon endroit. Les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure, voilà. Siri date de 1997. Donc, ce n'est pas 10 ans, c'est 25 ans. C'est des premiers brevets.
ça n'a pas vraiment évolué. C'est les brevets de SRI. C'est les brevets du SRI. Je vous invite à regarder la première émission qu'on a fait ensemble. Voilà, donc c'est les brevets que nous avons déposés avec Adam Shire en 1997. SRI, c'est le Stanford Research Institute, qui est à l'origine de la plupart des technologies de reconnaissance vocale, qui datent en gros du milieu des années 90. Du milieu des années 90, avec Nuance en 1994, etc. Bon bref, donc 1997, on dépose ces brevets. 15 ans plus tard, ça devient Siri chez Apple. Et on développe ça chez Apple, mais on développe sur ces mêmes technologies. D'accord ? Donc la technologie est vieille. Okay ? Donc si on compare avec les nouvelles technologies qui sont Google Home ou Alexa, c'est bien différent. Et ce sont des technologies, celles-là, qui sont plus basées sur l'intelligence artificielle, la vraie, enfin celle dont on va parler plus tard, qui sont machine learning et deep learning, tandis que Siri est toujours basée sur ces vieilles technologies qui sont plus statistiques et de système expert en quelque sorte. Ouais. Siri a été un pionnier. C'est la première fois qu'il y avait quelque chose de rigolo sur le téléphone. Ouais. On l'avait fait pour ça. C'était un machin qui permettait un peu de s'identifier, de faire des choses rigolotes à l'époque, d'accord ? Et les autres se sont engouffrés dans cette nouvelle mode et ont utilisé les dernières technologies, ce qu'Apple n'a pas su faire après. Même si c'est un gadget, si ça fait ce que ça fait ou ce que ça fait pas, Siri a sauvé des vies. Alors comme ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je vais vous raconter une histoire qui va vous montrer que Siri a effectivement sauvé des vies. Et en l'occurrence, c'est un gars qui a été sauvé qui la raconte, cette histoire. C'est pas moi, mais c'est un gars qui était en train de réparer sa voiture dans le sud des États-Unis. Au milieu, vous imaginez ces grandes fermes avec rien autour, 40 km à la ronde, que dalle. Et le gars, il est en train de réparer sa bagnole, il est dessous, et puis la bagnole lui tombe dessus. Mon Dieu. Ça tombe, il est complètement paralysé. Il ne peut plus absolument bouger. Sa jambe est sectionnée par la bagnole qui est tombée, il perd du sang, il est mort. C'est fini, c'est terminé. Sauf que là, il se dit, tiens, dans ma poche arrière, j'ai Siri, et il dit, hey Siri, call 911. Donc juste ce truc-là en particulier, bon, c'est une anecdote, c'est une petite chose qui a quand même... Qui change la vie, on peut le dire. Et il y a plein d'anecdotes que Apple peut raconter sur des vies qui ont été au moins changées à cause de Siri. Ouais. Tu sais comment sont parfois les journalistes, ils essaient de commenter, essayer de faire des plans sur la comète. On s'interroge parce que tu l'as dit toi-même, ça fait presque 10 ans que Siri est là et qu'on sent qu'il évolue par petites touches. Et on se dit, est-ce que c'est pas aussi la culture d'Apple qui fait qu'il n'évolue pas suffisamment aussi vite que ses concurrents ? Il y a une question, regarde un internaute sur Twitter, il s'appelle Pedro. Siri, c'est la concrétisation de la limite de la politique fermée d'Apple ? Si cette politique peut avoir du bon, Siri est là pour nous rappeler que parfois s'ouvrir est synonyme de progrès. Est-ce que Siri n'est pas trop fermée ? On sait qu'il y a une tentative d'ouverture aujourd'hui. Moi, je suis pour l'ouverture, donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne suis plus à Apple aujourd'hui. La politique fermée, elle empêche de faire des deals avec d'autres providers, d'autres personnes qui vont amener des choses. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, Siri, toujours, fournit à peu près 5 ou 6 services. D'accord. Ouais. Quand on voit un Alexa qui en a 70 000, effectivement, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Est-ce qu'il y a au-delà un problème culturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des ingénieurs et vraiment une culture autour de l'IA et de la big data aujourd'hui au sein d'Apple ? Il y a une question, regarde, de Dark Linux sur Twitter pour expliquer les retards de Siri. Il dit voilà, les serveurs d'Apple seraient noyés sous les data, ils ne sont plus gérés et il y a un manque d'ingénieurs spécialisés de la big data au sein de la pomme. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Y a des ingénieurs de talent qui sont extraordinaires, qui savent gérer les data comme tous les autres. D'accord. Donc, il n'y a pas à être un génie pour avoir toutes ces data. Apple a énormément de données. D'accord. Et je suis sûr qu'il les gère correctement. Quand on parle des serveurs d'Apple, il se trouve que c'est moi qui ai monté les serveurs de Siri. Donc, je sais ce que c'est, je sais comment ils sont faits. Ça va. Bon. Et dernière question, on va arrêter le supplice sur Siri. Quid de la politique de confidentialité des données propres à Apple ? C'est intéressant. Est-ce qu'on peut, d'un côté, promotionner, je dirais, la confidentialité des données et développer des systèmes basés justement sur le traitement de ces données ? Est-ce que c'est pas ça aussi qui pourrait être un frein ? Non, ça l'est pas. Et d'ailleurs, Apple a été attaqué tout à fait récemment par le fait que, soi-disant, les gens étaient écoutés en permanence. Donc, il y a eu tout ça, sans que ce soit Google ou que ce soit Amazon. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, les micros, c'était tout le temps ouvert. Donc ça, c'est une vaste connerie, donc il faut être clair aussi. Et je vais le prouver par l'absurde.
Vas-y. D'accord, donc, alors, l'absurde, c'est relativement facile, je sais le manier relativement correctement. Imaginons que les 70 millions, il y a 70 millions de Alexa aujourd'hui, de Echo, qui ont été vendus aux États-Unis. Imaginons que les 70 millions d'Echo écoutent en permanence. Écouter en permanence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permanence, il y a un flux, un stream, qui va aller déposer les datas sur les serveurs. Le surveiller en permanence de la vision de Big Brother. Voilà, donc, mais en permanence, donc, il y a ce flux audio qui vient se mettre sur les data centers d'Amazon. Eh ben, avec ces 70 millions de devices, aujourd'hui, il n'y a pas assez de mémoire dans le monde pour pouvoir faire ça. Donc c'est impossible, c'est juste complètement impossible. Par contre, évidemment que des fois, afin d'avoir une meilleure reconnaissance, on écoute des parties particulières qui sont dites après le wake word, ce qu'on appelle le wake word, que ce soit Hey Siri ou que ce soit Hey Google ou des trucs comme ça. Donc évidemment, là, on sait que le stream part sur le serveur. Là, la reconnaissance est faite automatiquement, elle revient. Il y a un truc qui s'appelle le taux de confidence de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on est confiant ou pas, la machine est confiante ou pas. Automatiquement, la machine va dire « je suis confiant à 70%, 80%, 90% de ce qui a été reconnu ». En général, aujourd'hui, on est dans des taux de 80-90% de reconnaissance, ce qui est très bon, et en général, c'est comme ça. Des fois, la machine va dire « ah, je suis confiante qu'à 70%, 60%. » Là, les ingénieurs vont avoir un petit flag et vont dire « ah, 60%, pourquoi il y a eu 60% ?» Donc on va aller écouter cette phrase en particulier, d'accord, pour écouter pourquoi ce truc-là, il a eu 60% de confidence. Il y a un traitement spécial à ce moment-là. Oui, on va se demander pourquoi. Pourquoi la confidence est faible. Et donc on va écouter, effectivement, on se rend compte qu'il y a un mot, une phrase, un phonème peut-être, qu'on n'a pas bien traité, et on va remettre ça dans la machine pour que la prochaine fois, ça soit traité correctement. Alors, on va voir qu'en fin d'émission, on a justement un chapitre de cette émission qui est consacré au fait, est-ce qu'il faudrait avoir peur dans le futur de l'IA, et c'est vrai que pour les futurs scientifiques, voilà, est-ce que comment aujourd'hui on peut rassurer et se dire que l'innovation et le progrès peut être aussi synonyme de bonheur et pas forcément de mauvaises choses. Tu veux dire un mot peut-être, Warit? Effectivement, ce raisonnement par l'absurde est convaincant. Si j'étais tordu, mais je ne suis pas tordu, mais si j'étais tordu, je dirais qu'on pourrait aussi le stocker, ces conversations sous forme de texte, et du coup là, on pourrait stocker. Enfin, excusez-moi, mathématiquement, ce serait possible. Mais vous voyez, j'accuse personne, je dis juste qu'il faut toujours faire attention, c'est très important. Oui, et au-delà, tu l'as dit, il faut aussi tout simplement réguler, légiférer, et on verra aussi... Et on peut saluer la tentative européenne de la RGPD, par exemple. On a justement un petit volet qui est prévu également tout à l'heure, on va essayer d'être le plus complet, puisque l'assistant vocal, Siri, c'est un petit peu... je dirais la vitrine de l'IA chez Apple et de l'IA en général. On va parler d'IA. À propos d'IA, regardez une réaction de Yann Solo, une star qui regarde On refait le Mac. Bonjour l'équipe d'On refait le Mac. Quand je vois les films Iron Man et l'AI de Jarvis, j'ai très envie d'interagir avec une personne virtuelle, intelligente comme ça, utopie ou envisageable. C'était aussi le discours de Monsieur X tout à l'heure à propos de Star Trek. J'ajouterais, Luc, n'a-t-on pas trop promis avec les assistants vocaux des promesses que l'on ne peut pas atteindre, en tout cas que la technologie ne peut pas atteindre, et qui provoque finalement la déception. Elle est là, c'est la vraie difficulté. difficulté. Effectivement, on a promis, on a menti. Alors, on a simplement menti. On a associé Siri et les autres assistants à Her, dont je parlais tout à l'heure, ce film de science-fiction, ce film qui est rigolo, qui est marrant, qui est divertissant, tout ce que vous voulez, mais qui n'a strictement rien à voir avec la science. Et donc, la réponse à la question est-ce qu'on va y arriver, c'est simple, c'est non. Il y a un monsieur très très intelligent qui ne date pas d'aujourd'hui, qui s'appelle Descartes, qui a dit que le langage est le propre de l'homme. Eh bien oui, le langage est le propre de l'homme et donc pas de la machine. On va en parler, on va rentrer dans le détail de ce qui est du domaine de la science-fiction et ce qui est du domaine de la réalité. Revenons donc au sujet principal de cette émission, à savoir l'intelligence artificielle. Luc, tu as jeté un pavé dans la mare avec ton ouvrage qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Rien que ça. Luc, l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est le titre de ton ouvrage aux éditions First. Qu'est-ce que tu as voulu dire par ce titre? Vaste débat, tu en as fait 200 pages. C'est quoi? C'est une forme de provocation? Alors, c'est pas la provocation, c'est un constat. L'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle dont on nous rebat les oreilles depuis 4-5 ans. D'accord? C'est celle-là, celle qui est justement cette science-fiction, celle qui est omnipotente, qui peut faire peur, qui sont ces robots qui prennent le pouvoir, etc. Donc, cette intelligence-là
elle n'existe pas, cette intelligence artificielle-là, elle n'existe pas, elle n'existera d'ailleurs jamais, on peut en reparler plus tard. Par contre, celle qui existe, c'est celle que moi je fais depuis 30 ans, celle où on fait des progrès extraordinaires dans plein de domaines différents, dans des domaines justement très très particuliers, ce sont des intelligences artificielles qui vont réaliser des choses fantastiques. Donc l'intelligence artificielle n'existe pas, les intelligences artificielles vont exister. Ouais, en gros, tu démontes le mythe de l'IA hein, qui va tout révolutionner, en fait, notamment l'image de la machine qui, si on se réfère à la science-fiction, parce que c'est dont il s'agit, etc. va prendre le pas sur l'homme, la machine et la servir. On est loin de la vision hollywoodienne de Terminator qui pourrait un jour provoquer la fin de l'humanité. Tu nous rassures, on est loin de ce scénario. On est loin, non, on n'y sera jamais. Donc on est d'autant plus loin que celle-là, c'est celle qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Right. Luc Julia a raison de nous dire que le scénario Terminator, Governator, Schwarzenegger, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, je crois, n'aura pas lieu à mon avis. J'espère, parce que je savais que je préfère un avenir plus radieux. À le penser. Mais par contre, on n'a peut-être pas peur des bonnes choses liées à l'intelligence artificielle. On a des applications militaires quand même qui existent. Je parle des drones par exemple. Je sais que notre ministère de la Défense en France a inauguré le cyberespace comme un territoire de guerre. Quand même, il y a des choses qui se posent. Il y a des virus informatiques, il y a de l'intelligence artificielle. Oui, il y a des choses, mais c'est pas l'intelligence artificielle dont on doit se méfier, c'est peut-être des êtres humains qui l'utilisent. C'est encore autre chose. Non, mais c'est évident. De toute façon, à la fin, c'est nous. C'est ça. Donc, il faut avoir peur de nous. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. C'est un outil, l'intelligence artificielle. C'est un outil puissant qui peut faire plein de trucs et on l'utilise comme on veut. Alors, on va essayer de faire un bref historique dans un instant autour de l'IA avec toi, Luc, mais on va faire quand même une réaction à nos deux fans de science-fiction qui sont de l'autre côté en vidéoconférence. Allez, Monsieur X, n'êtes-vous pas déçu par ce constat? Et quelque part, par tes travaux quotidiens, quand tu travailles notamment pour de la relation client, pour pas trop divulguer ce que tu fais, tu te rends bien compte que c'est difficile quand même d'arriver à un assistant, à des superbots qui seraient capables de gérer des clients sans intervention humaine. Oui, c'est difficile, effectivement, mais je le disais déjà tout à l'heure, je pense qu'il faut donner à la technologie ou aux technologies d'IA qui sont disponibles aujourd'hui un objectif qui est atteignable. Voilà, quand tu fais de la relation client sur Internet, tu peux te dire je vais me faire aider par l'IA pour gérer par exemple le top 10 des problèmes ou des questions qui sont le plus posées à mon service client, et là tu as peut-être une chance de donner un meilleur service à tes clients, de pouvoir les accompagner de jour comme de nuit, même quand ton service client est fermé, de leur faire le premier pas. Si tu as l'intention dès le début de dire je vais automatiser toute mon entreprise et puis mes clients vont s'adresser à un chatbot ou à une IA et tout régler, ça ne marchera pas aujourd'hui, en tous les cas de ce que j'en ai vu. Et puis c'est sans doute pas souhaitable en tous les cas aujourd'hui, parce que les clients grand public, moi, avec lesquels je dialogue, acceptent l'IA à partir du moment où c'est un outil, mais ils peuvent, même si l'IA résout leurs problèmes, avoir besoin à un moment ou à un autre de rentrer en contact avec un humain juste pour se faire rassurer. Donc il faut mettre l'IA au bon niveau d'attente, et si tu fais ça, ça peut être vraiment bénéfique pour tout le monde. En tous les cas, nous, c'est ce que je vois dans mon métier aujourd'hui, et puis on peut être satisfait quand on est utilisateur d'IA en tant qu'entreprise, parce qu'effectivement, ça permet de servir plus de clients plus rapidement en même temps. Didier, de ton côté, tu es déçu, tu ne pourras pas embaucher de journalistes tu vas être obligé de continuer d'embaucher des journalistes, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et pas de non, mais forcément qu'on est un peu déçu de ne pas avoir le produit final tout de suite. Mais par contre, on a des choses approchantes qui commencent à être bien. Mais tu vois, tu parles d'IA, de journalisme. Elle existe presque. On arrive aujourd'hui à faire des articles qui sont écrits à 90%. Alors après, il faut mettre un peu d'humain pour le finir. Et c'est un peu le problème qu'on a dans plein de domaines. Et moi, je prends un autre exemple. Moi, j'ai depuis quelques années maintenant, mais ça fait pas très longtemps que ça existe. C'est ces voitures qui conduisent toutes seules sur l'autoroute. C'est pas une Tesla, mais maintenant elles le font quasiment toutes. Et tu vois, plus on s'approche de ça, plus on en veut. En fait, on a une forme d'addiction quand même à ces systèmes d'IA. Ouais. Et c'est vrai que même si on n'a pas à la fin la voiture qui t'amène vraiment jusqu'au bout, au boulot, si elle fait 90% du trajet, ça peut être quand même intéressant. Et je terminerai aussi par une petite chose, moi, j'ai fait des études d'informatique, etc. Donc j'ai vu aussi beaucoup de choses passer là en 10-15 ans. Ouais. Et je me rappelle quand on faisait de l'analyse d'image il y a 15 ans, alors on faisait ça avec des gros ordinateurs, on arrivait à analyser une image toutes les minutes, tu vois. Et quand tu vois aujourd'hui
puissance de calcul qu'on a pour ça, par exemple, regarde, voilà, si on revient sur les mon plan Tesla serré, et compagnie. Non, mais on se demande à quoi fabuleux. ça sert d'avoir une puce si puissante sur l'iPhone. Simplement faire tourner l'intelligence artificielle autour du traitement de la photo. Voilà un exemple bien concret. Alors ça fait moins rêver que Jarvis, mais le résultat est assez honnête quand même. Comme quoi Apple n'est pas complètement nul dans l'intelligence artificielle. Luc, faisons un bref historique si tu veux bien de l'IA. Est-ce que tu disais, parce que j'ai quand même essayé de préparer un petit peu cette émission, dans des différentes interviews, que cette confusion remontait à la création de l'IA, la confusion de fait que l'IA allait tout changer et tout révolutionner et pouvait faire peur. Car au moment où on a inventé l'IA, ils étaient persuadés d'avoir vraiment trouvé une intelligence artificielle. Tu peux nous faire un bref historique de cette IA ? Oui, on peut aller rapidement. Donc, ça a commencé, le terme a été utilisé pour la première fois en 1956, donc c'est pas exactement hier. Malheureusement pour ces braves scientifiques qui avaient décidé d'appeler ça l'intelligence artificielle, ils se sont attaqués à un problème qui était certainement le problème le plus difficile qu'on n'a toujours pas résolu, dont on a parlé tout à l'heure, qui était d'essayer de comprendre le langage naturel. Et donc, ce qu'ils avaient fait, ils avaient dit, on a modélisé mathématiquement un neurone. D'accord. Et donc, si on a un neurone, on peut faire un réseau. En 56. Oui, en 56. Donc, déjà, aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est qu'un neurone. La vérité, c'est que les spécialistes du cerveau disent qu'on connaît entre 20 et 40% de notre cerveau. Donc, c'est déjà compliqué, mais bon. On a soi-disant donc, modélisé un neurone mathématiquement. Si on a un neurone, on a un réseau de neurones. Si on a un réseau de neurones, on a un cerveau. Si on a un cerveau, on a l'intelligence. Alors évidemment, c'est un raccourci qui est oui, mais voilà, il faut bien qu'on comprenne, nous qui venons du grand public. Hein. Oui, mais je veux dire, et eux, ils ont fait un raccourci de dire qu'ils avaient mathématiquement modélisé l'intelligence. C'était la bêtise, d'où l'intelligence artificielle. Donc il fallait certainement pas utiliser ces mots-là. Donc, le terme est resté. Le terme est resté, mais tout de suite, dans les années 60, on est rentré dans ce qui s'appelle le premier hiver de l'IA. Ouais. L'hiver de l'IA, c'est quoi ? C'est que les gens on a pris un plafond de verre en clair déjà à l'époque. Voilà, on n'a pas réussi à faire ce qu'on avait promis. Ouais. On avait promis de faire le langage naturel, de faire comprendre la machine le langage naturel. Ça a échoué, d'accord, immédiatement, 4 ans. Et donc, les fonds se sont taris. Et donc, hiver de l'intelligence artificielle, on abandonne les recherches. On oublie. Qu'est-ce qui a permis de repartir ? C'est quoi ? C'est l'éclosion d'Internet ? Maintenant, ce qu'on a dit, c'est on commence à faire, au lieu de faire des statistiques, on va faire de la logique. Ouais. D'accord ? Donc, on a fait des systèmes experts pendant 30 ans. Système expert intéressant, d'accord ? On peut faire des trucs, c'est la logique pure, si machin a leur truc, d'accord ? Et ça s'est relativement bien passé jusqu'en 1997. 1997, premier système expert qui bat Kasparov, champion du monde des échecs. Relativement intéressant. On s'est dit, c'est bon, ça arrive. Donc, ça y est. On voit qu'une machine peut être performante. Ouais. On se rend compte que ça n'a strictement rien à voir avec de l'intelligence, mais que c'est purement de la puissance de calcul dont on vient de parler juste avant. Les machines sont de plus en plus performantes pour régler des cas et pour avoir beaucoup plus de calcul qu'un cerveau humain. Donc ça, c'est pour ça. 97 aussi, arrive Internet. 94, c'est Internet. Là, c'est les data maintenant. Les data, donc des data. Là, on reprend les réseaux de neurones, donc les trucs qu'on avait pensé dans les années 50. On dit, peut-être que finalement, ça peut marcher. Donc des gens comme Yann Lequin, dans les années 80, poussent un peu tout ça. Dans les années 90, on arrive donc à prouver qu'avec toutes les datas qu'on a, avec beaucoup de data, on peut effectivement avoir des systèmes qui vont être performants à 80, 90, 98% pour les systèmes de vision à l'époque. Et donc, l'IA, machine learning, deep learning, tout ce qu'on fait aujourd'hui qui sont autour de ces réseaux de neurones sont effectivement revenus à la mode grâce à ces données. Et puis l'IA est vraiment revenue pour le grand public, je dirais, sur la scène et dans la lumière en 2016, lorsque le champion du monde de Go a été battu par DeepMind de Google. Et ça a été vraiment perçu comme un tournant. On s'est dit, ça y est, on est vraiment à un virage. Est-ce que c'était vraiment le cas ? Non, c'est exactement pareil que ce qui s'est passé en 97 avec Kasparov contre Deep Blue de IBM à l'époque. Donc DeepMind de Google, là, cette fois-ci, utilise effectivement ces méthodes statistiques qui sont ces méthodes qui permettent de regarder beaucoup de solutions, parce que le Go, par rapport aux échecs, c'est exponentiellement plus important en termes de solutions. En fait, c'est pas fini comme jeu, mathématiquement parlant. Donc du coup, la machine va pouvoir être plus performante que l'humain, mais largement, dans un domaine particulier qui est le domaine du Go. Il fait une seule chose. Il fait que le Go, le truc. Hein. Ouais. Donc il fait que le Go, et il pète quand même 440 kilowatts. Donc il faut quand même comprendre 440 kW pour essayer de comprendre 440 kW, c'est à peu près 2000 ordinateurs. Ouais. Okay. Donc 2000 ordinateurs, c'est beaucoup. Ouais, un cerveau, ça consomme combien, Luc ? 20 watts. Ouais. Pas kilowatts, 20 watts. Et notre cerveau, on fait quelque chose d'autre que jouer au Go. Ouais. D'accord ? On peut faire plein de trucs. Donc justement, c'est ce continuum dont je vais parler qui m'énerve aujourd'hui quand on essaie de comparer l'intelligence artificielle avec l'intelligence. L'intelligence, on a un continuum.
on est ce que j'appelle infini. Si je veux essayer de parler mathématiquement de notre cerveau, nous, on est infini. C'est-à-dire qu'en plus, nous, les Français, on est encore plus infini. C'est-à-dire que même quand on ne sait pas quelque chose, on sait. D'accord ? On la ramène sur quelque chose tout le temps. On est capable de la ramener sur tout et n'importe quoi. D'accord ? Donc ça, c'est nous, c'est l'humain. Les intelligences artificielles, elles vont être super pointues dans plein de domaines, de plus en plus de domaines. Et c'est super. Elles vont nous supplanter dans plein de domaines. Mais comme a dit aussi notre intervenant tout à l'heure, elles vont toujours manquer un petit truc. Alors, il y en a, on va pouvoir être meilleur, comme on a vu aux échecs et au Go, c'est même pas la peine d'essayer. C'est bon. Elles vont gagner. Il y a des règles, il y a machin, tout ça. Il y a des trucs comme la conduite de la voiture, il y a des trucs comme faire nous amener quelque part, même sur une carte, où il y a plein de choses. Il va toujours manquer quelque chose. Alors, je vais me tourner vers Warit. Le discours que tient aujourd'hui Luc, qui est quand même aux antipodes de ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans les discours marketing des grands de l'IA ou d'un Google ou même d'un Apple aujourd'hui, est-ce que c'est un discours qu'on enseigne aujourd'hui dans les universités du monde et en France en particulier ? Je crois qu'on ne peut rien faire contre l'imagination, de toute façon. Ouais. Avec tous les professeurs et toutes les formations que vous voulez, à l'arrivée, je crois qu'il est prêt. Hein, tu as vu, il est bien prêt pour travailler pour un GAFA. Je crois qu'il est, ou pas. Il est mûr. Alors, on a bien compris que la vision que tu avais, Luc, était différente de celle des grands de la tech, en tout cas des marketeurs de la tech. Tu préfères parler d'intelligence augmentée plutôt d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est pour toi l'intelligence augmentée ? L'intelligence augmentée, c'est ce qu'a dit M. X tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est effectivement un outil qui va nous augmenter. Donc je parle d'intelligence augmentée juste pour garder les initiales IA, d'accord ? Parce que on parle d'IA, donc on va continuer à parler d'IA, ça ne me dérange pas. Parlons d'IA, mais parlons effectivement de cette intelligence augmentée où nous servons de l'outil pour nous augmenter, non seulement physiquement, mais aussi dans notre intelligence. Et donc les machines à calculer, par exemple, moi j'aime bien faire remonter l'intelligence augmentée en 1642. 1642, c'est la première machine à calculer faite par Pascal. D'accord, c'était pas mal. C'est de l'intelligence augmentée. La Pascaline, c'est ça ? La Pascaline, exactement. Donc machine à calculer, impressionnant. Ça fait le calcul, une addition, une soustraction, super facile, tout le temps, juste. D'accord ? Pas comme nous. Et rapide. Okay. Et relativement rapide. À l'époque, 4-5 secondes pour faire une opération. Bon, aujourd'hui, on fait des millions d'opérations par seconde, mais c'était quand même super impressionnant. Ça, c'est l'intelligence augmentée. C'est un outil. Mais comme a dit M. X tout à l'heure, c'est un outil dont on peut se servir à bon ou à mauvais escient. Il faut au maximum essayer de s'en servir à bon escient. On a parlé tout à l'heure un tout petit peu d'éthique, on en reparlera. Quand on s'en sert à mauvais escient, il faut dire attention, ça c'est pas bien, d'accord ? Et donc c'est pour ça qu'on a la régulation, c'est pour ça qu'on a du RGPD et quelque chose. Je vais vous prendre un exemple très très simple, le marteau. Le marteau est un excellent outil, d'accord ? C'est un super outil. C'est beaucoup plus pratique de planter un clou avec un marteau qu'avec la paume de la main, d'accord ? Donc c'est génial. Mais le marteau, je peux m'en servir pour lui taper sur la tête. Et ça, c'est pas bien. S'il vous plaît, non ? D'accord ? Et donc, pas tout de suite. Il y a une régulation qui va dire, c'est pas bien de taper sur la tête du gars d'à côté, d'accord, avec le marteau. Voilà. L'outil, on peut s'en servir à bon et à mauvais escient. Alors, je vais ajouter un petit quelque chose pour prolonger le raisonnement. Par exemple, je sais que dans les années 50, 60, 70, il y a eu pas mal de recherches qu'on appelle recherches opérationnelles, par exemple, qui ne sont pas considérées comme l'intelligence artificielle et qui permettent, par exemple, que le transport aérien, tous les avions dans tous les aéroports puissent être gérés. D'accord ? Et l'intelligence humaine... C'est-à-dire qu'on a inventé le surbooking à ce moment-là ? C'est ce que tu es en train de me dire. Je parle de l'affectation des ressources, du pétrole, de l'essence, etc., dans le monde entier. Vous voyez, l'intelligence humaine, pour pouvoir faire ça, à mon avis, elle est inouïe. C'est pas possible, en fait. C'est humainement pas possible. Ouais. Et on ne considère pas ça comme l'intelligence artificielle. C'est plus de l'augmentation. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question de ce que c'est que la data science, j'aime pas trop cette question parce qu'on fait juste des maths et il se trouve avec un outil qui s'appelle l'informatique. Et le reste, c'est beaucoup de travail. Et le reste, je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait. Il y a beaucoup, en tout cas, il reste, à défaut de rêve, de fantasmes autour de la capacité d'apprentissage de ces machines, autour de l'intelligence artificielle. Didier, on avait fait une émission ensemble, et M. X aussi, souvenez-vous, là, en marge de Google I.O. il y a 2 ans, et il y a encore une démo l'année dernière d'assistant Google qui appelle et fait une réservation avec une voix tout à fait humaine. Est-ce que ça, véritablement, c'est... Alors là, on ne parle pas d'Apple, on parle de Google. Est-ce que c'est réaliste à court terme, ce type de démonstration-là, qui était vraiment impressionnante L'ensemble de la presse tech était à genoux devant Google. Je vais te poser une question simple. Ouais. Est-ce que tu sais combien de mots de vocabulaire tu as besoin pour faire une réservation chez le coiffeur ? Chez le coiffeur, si tu veux, en ce moment, toi, tu vas ça pas, va servir. Moi non plus. Mais bon, les gens qui vont chez le coiffeur, est-ce que tu sais combien de mots de vocabulaire on a besoin, combien de phrases, globalement, on a besoin pour faire une réservation ? Je sais pas, une 50aine de mots. Voilà, exactement. Donc, la démonstration de Google il y a 2 ans maintenant, c'était effectivement ça.
C'est-à-dire qu'on est dans un domaine hyper particulier. C'est aussi ce qu'a dit Monsieur X tout à l'heure. Ouais. Il veut regarder les trucs qui vont être faits très très spécifiquement dans un domaine particulier et les couvrir. Ah ben, couvrir une réservation chez un coiffeur, c'est pas compliqué. Ouais. Il y a zéro intelligence. D'accord, donc en fait, et en plus c'était très très cadré, j'imagine, ce type de démo. Oui, tu te réserves chez le coiffeur, quoi. Et le truc, qu'est-ce qu'il va répondre ? Oui, j'ai une place à telle heure, machin. Ouais, évidemment. Ok. Oui, pour conclure. Franchement, pour Golduplex, le seul truc qui était un peu impressionnant, le mot tout à l'heure, c'était la synthèse vocale, faut être honnête. Ouais, qui était très fluide. À la limite, c'est parce qu'on est gentil. Cela dit, je pense qu'il faut pardonner ces coups médiatiques. C'est des coups médiatiques. Ils sont pas très honnêtes, mais bon, ça rapporte de l'attention, ça rapporte des financements, ça rapporte de l'investissement dans un domaine de la recherche qui est quand même assez porteur, il faut quand même le reconnaître. Et puis il y a eu quelques d'autres machines qui apprennent. On se souvient du chatbot de Microsoft sur Twitter qui devait réguler, calmer les esprits sur Twitter, qui a fini par être débranché parce qu'il commençait à être misogyne et à engueuler tout le monde. Et raciste surtout. Et surtout raciste, ouais. À l'image du réseau social. Ouais. Bah oui, parce qu'il apprend de donc le comportement. Comment on peut expliquer ces dérives concrètement ? Mais déjà, alors, là, c'est là où le data scientist est important. Ouais. Le data scientist, il doit choisir ses données correctement. D'accord ? Et il doit choisir ses algorithmes correctement. Et ça, c'est un problème. Alors, quand on ne comprend pas forcément comment ça marche, on va avoir à disposition quelques outils, donc ces outils d'intelligence artificielle, et on peut les utiliser à mauvais escient, encore une fois, mais sans faire exprès. Évidemment que les mecs de Microsoft, ils ne voulaient pas que le truc devienne raciste au bout de 16 heures. 16 heures. Je veux dire, ils ont été débranchés 16 heures. Je veux dire, ils ont travaillé des mois dessus, et le truc, au bout de 16 heures, il insultait les blacks et les femmes. Ouais, je veux dire, donc qu'est-ce qu'il y a eu comme problème ? Il y a eu certainement plusieurs problèmes dans ce machin-là, d'accord ? Donc évidemment, Microsoft ne communique pas là-dessus. Mais un truc évident, on vient de parler de Twitter. Twitter, c'est un endroit, au bout de 2-3 interactions, on s'insulte. D'accord ? Donc c'est comme ça, et donc il faut faire attention. Pardon ? Une sorte de super défouloir. Bah oui, et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut surtout pas ressembler à l'auditoire à ce moment-là. Donc il faut complètement contrôler son vocabulaire et avoir un facteur d'adaptabilité, ça s'appelle, qui va être complètement contrôlé par d'adaptabilité. Oui, c'est-à-dire qu'on va pas parler comme les gens, on va parler comme on a envie de faire passer le message. Alors, humainement, c'était une catastrophe. Mais scientifiquement, c'était presque une réussite. Ouais. dans la mesure où ça a très très bien imité. Oui, mais pas les bonnes personnes. Mais oui, c'est ça le drame, quoi. Et effectivement, la préoccupation éthique, le fait que nous sommes des êtres humains raisonnables, qui faisons attention, qui faisons des législations, je recommence sur RGPD, c'est très important tout ça. Alors, on va finir de casser totalement le moral de Monsieur X, et notamment de Didier, qui est un grand fan de Tesla, de la voiture autonome. On évoque souvent la voiture autonome comme aussi Didier nous l'a dit tout à l'heure, la matérialisation de l'intelligence artificielle. Et là aussi, tu casses un mythe dans ton ouvrage. Je ne casse pas un mythe, je dis exactement ce qu'a dit Didier tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit 90% du truc, ça va être possible. Moi, aujourd'hui, je roule en Tesla. Là, j'étais à Sacramento ce week-end. Sacramento, San Francisco, c'est 110 bornes. Je n'ai pas touché le volant pendant 110 bornes. Parce que c'est de l'autoroute pure et c'était super. Et le rêve ultime de Didier, c'est la voiture autonome. Tu m'arrêtes, Didier. C'est le niveau 5. C'est ça, Didier, le dernier niveau où tout est automatique. Niveau 5, niveau 5, celui-là, il n'existera jamais. Et pourquoi ? Alors, je vais vous l'expliquer. C'est très, très simple. J'ai 2 histoires pour expliquer ça. La première histoire, elle est super cool pour les Français. Elle est super clean. Ça s'appelle la place de l'Étoile à 18h. D'accord ? Place de l'Étoile à 18h, vous collez une voiture autonome, elle n'avancera pas. Pourquoi ? Parce que la voiture autonome va respecter le code de la route. Ouais, il n'y a pas de code de la route. Et il n'y a pas de code de la route sur la place de l'Étoile à 18h. D'accord ? Il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de sociologie, il y a tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de courage. Et voilà. Mais il n'y a pas de code de la route. Mais ça, c'est presque une blague. Mais la voiture s'arrête et ne sait pas quoi faire. Ben oui, évidemment. Elle n'a pas de code. D'accord ? Elle peut plus. C'est pas quelque chose qu'elle a appris. D'accord ? Nous, on invente en permanence. La machine n'invente pas. La machine n'invente jamais. La machine ne fait que recracher ce qu'on lui a montré, que ce soit des règles pour la logique ou que ce soit dans les statistiques, des choses qu'elle a vues avant, dans les modèles qu'on a créés. Et deuxième exemple ? Deuxième exemple, c'est un exemple qui est donné par Google. En fait, Google a un truc qui s'appelle Waymo, qui est certainement le système le plus avancé aujourd'hui dans la voiture autonome. Ils ont conduit 20 millions de miles. C'est l'intelligence de la voiture autonome qu'on installe dans les voitures. C'est ce qu'ils ont. Ils font ça depuis 10 ans. D'accord ? Depuis 10 ans, ils ont conduit 20 millions de miles. C'est beaucoup, beaucoup de miles. Ils sont en tête par rapport à n'importe qui d'autre, d'accord ? Et le PDG de Waymo, en mars 2019, a dit « La voiture autonome niveau 5 n'existera jamais. » Bravo, c'est très bien.
Et il a mis en ligne. C'est pas ce qu'a dit Elon Musk. Hein, mais non, mais Elon Musk, lui, il veut vendre des voitures. Marketing. Oui, il veut vendre des voitures. Il n'est pas là pour faire de la science, il n'en fait pas, il ne sait pas ce que c'est. Ouais. Mais Elon Musk, si tu nous regardes. non, mais bon appétit. Je veux dire, Excusez-moi, je me permets de vous interrompre un petit peu. Je pense qu'Elon Musk ne fait pas simplement du marketing, il fait aussi un appel juridique pour que, d'un point de vue assurance, etc., ces voitures, s'il y a un souci, quelqu'un puisse être couvert. Parce qu'il veut anticiper des usages potentiels et que la législation puisse suivre, c'est ça que tu veux dire ? Non, je dis juste que s'il y a des voitures autonomes dans les villes et qu'il y a un accident, qui est le responsable ? Est-ce que c'est le chercheur ? Est-ce que c'est le propriétaire qui n'a pas conduit ? C'est un vrai problème. Est-ce que c'est Tesla eux-mêmes ? Je refuse de croire que Tesla est stupide. Non, mais il fait du marketing. Oui, mais c'est pas seulement du marketing, c'est un appel politique, je crois. Excusez-moi. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de. Aujourd'hui, on n'a pas cette législation. Elle n'existe pas. Donc, elle est à créer. Comme RGPD était à créer, il y aura cette législation-là à créer. Je finis l'histoire de notre ami Musk, pardon, de notre ami de Google. Donc, ils mettent online à ce moment-là 11 millions de miles de vidéos qui ont été prises par ces voitures. Évidemment, les bouffons comme moi, on va aller regarder ces 11 millions de miles. On n'a pas eu trop le temps, donc, mais je suis tombé un jour sur une des pépites. Alors, il y a 11 millions de miles, c'est très loin. Donc, moi, je suis tombé un jour par hasard sur une pépite. Et la pépite, c'est quoi ? On voit donc une bagnole qui roule dans les rues de Mountain View. C'est très chiant. Hein, il ne se passe rien sur ce truc. Tac, tac. Et au milieu de rien, la bagnole s'arrête. Et là, 2-3 secondes après, elle repart. 2-3 secondes après, elle s'arrête. Et elle fait ça 3-4 fois. Et on sent, il y a toujours un opérateur, on sent que l'opérateur reprend le volant et s'en va, parce que derrière, les mecs, ils devaient commencer à klaxonner et être un peu énervés. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Alors, on regarde la vidéo en détail. Quand on regarde la vidéo en détail, on se rend compte que sur le trottoir, il y a 2 mecs qui sont en train de marcher. Et un des 2 mecs qui marche, sur son épaule, il a un panneau stop. D'accord. Alors, inutile de dire que nous, on voit un connard avec un panneau de stop sur le bord de la route, on ne s'arrête pas. On l'insulte. D'accord ? À Paris, en tout cas. Mais la voiture autonome, elle voit un panneau de stop sur le bord de la route, elle s'arrête. Et c'est normal. D'accord ? On voit la différence de perception. Il y a toujours un cas. Un cas qui n'a jamais été prévu, qui n'a jamais été vu, où nous, on va s'adapter et la machine s'adaptera pas. Et comme disait Didier tout à l'heure, 90-95%, ça va être couvert, mais il y a toujours quelque part un truc où ça ne sera pas couvert. Didier, pas trop frustré ? Tu vas devoir garder encore un petit peu les mains sur le volant ? Non, mais c'est pas frustrant, mais de toute façon, on voit bien ce que veut dire Luc aussi derrière, c'est-à-dire que ça peut quand même nous aider pour peut-être 90% de nos trajets, et puis il faut toujours être là au cas où. Voilà. En fait, peut-être l'aberration ultime qu'on voit aujourd'hui dans l'automobile, c'est peut-être ces voitures où on nous enlève vraiment le volant, où on n'aura jamais le moyen de reprendre la main à aucun moment. Je ne sais pas ce qu'en pense Luc là-dessus. Là, tu vois, je sais pas. Je pense en fait qu'il y aura des voitures sans volant, mais je pense que nous, on pourra être conduits dans les voitures qui seront soi-disant autonomes, pas niveau 5 comme je viens d'expliquer, mais qui sont niveau 4, et qui seront peut-être niveau 4,5. Et le demi, en fait, ce sera une assistance remote. D'accord ? Donc, ce ne sera pas moi qui aurai à prendre la main, mais il y aura une alerte qui est donnée à un assistant. Alors, on peut imaginer plein de choses. Et la décision est prise par un humain, quelque part, et qui va effectivement se sortir de la situation compliquée. Alors, dernier point qui puisse expliquer que l'IA n'existe pas telle qu'on l'imagine aujourd'hui et qu'elle peut se heurter, on l'a vu, à un plafond de verre sémantique, aussi un plafond de verre, j'ai lu ça, énergétique. Que veux-tu dire par là ? Alors, une autre chose qui m'embête aujourd'hui énormément, c'est justement la quantité de data qui est nécessaire pour faire ces algorithmes de machine learning et surtout de deep learning. Ils sont faciles. Je veux dire, je ne veux pas dénigrer la profession, mais c'est facile. Il y a des choses à faire extraordinaires encore dans tous les domaines dont je parlais tout à l'heure. On peut faire plein de trucs. Et donc, cette facilité, elle est en fait embêtante parce que cette facilité, elle oblige la centralisation des données dans des data centers qui dépensent une énergie folle, ne serait-ce que pour se faire refroidir, d'accord ? Et 60% de l'énergie est utilisée pour refroidir les data centers, et ça, c'est une aberration écologique. Parce que on fait ça pour tout et n'importe quoi, sans réfléchir à la valeur réelle du produit final, et tout et n'importe qui, maintenant, aussi peut créer ces IA, qui vont utiliser des ressources qu'on ne voit pas parce que le numérique, par définition, il est pas, on ne le sent pas. Hein, donc, et donc, on balance tout ça, on ne voit pas, on ferme les yeux, et en fait, on est en train de péter la planète juste en énergie avec ces IA.
Walid, pour conclure, mais brièvement. La question des ressources, notamment énergétiques, est effectivement cruciale. Je sais qu'il y a des gens comme par exemple Bruno Maisonnier qui s'intéressent à l'Organic AI, qui notamment repose sur le fait que si on fait les choses de manière électronique et pas de manière programmatique, pas d'ordinateur, vraiment au niveau le plus bas, et ben, en termes d'énergie, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Les ressources, il y en a de toutes sortes. Tout à l'heure, tu parlais de AlphaGo et tout ça. Si on regarde le nombre de parties, tu parlais tout à l'heure de 20 millions de miles, c'est dément pour un truc qui n'est pas encore aussi bien qu'un être humain. Pour Go, si vous regardez le nombre de parties que le système a joué pour ne battre qu'un petit être humain qui a eu qu'une vie et qui ne consomme que 20 watts de cerveau. Je crois que ça représente des millions de vies, je crois, d'entraînement à faire que ça. Donc c'est une gabegie énergétique terrible. Voilà, donc il faut faire attention. Alors moi, je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis complètement pour ces IA qui vont sauver des vies potentiellement. Une IA qui va aller chercher un cancer du sein, mais alors je la vénère. Là, on peut monter les serveurs, on peut y aller, ça vaut le coup, on est d'accord. Ah ouais, ça vaut le coup. Sauver une vie, ça vaut le coup. Les IA qui vont aller jouer à StarCraft, j'en ai rien à foutre, quoi. Il faut quand même respirer un peu. Ouais. Alors on évoquait en préambule l'émergence de l'IA qui inquiète, non pas de peur de l'arrivée de Terminator, mais on pense aussi à la reconnaissance faciale qui est d'actualité avec les difficultés qu'il y a aujourd'hui en Chine avec le coronavirus, l'impact que ça peut avoir sur son usage et les libertés individuelles comme en Chine. Bref, le mythe de Big Brother, faut-il avoir peur de l'IA? On en parle après le busomètre. Très vite Didier, quelles sont les rumeurs et les infos qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever? Alors justement Olivier, on va parler du coronavirus qui met à l'arrêt pas mal d'usines en Chine, notamment celle d'Apple. Si tu as commandé un Mac récemment, un petit peu configuré, tu vas devoir attendre quelques semaines puisque Foxconn a dit qu'ils allaient reprendre la mise en route des usines à 50% d'ici la fin février, mais bon c'est encore une estimation. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu très égoïste par rapport à tout ce qui se passe en Chine, mais c'est vrai que les conséquences sur la tech, et même là par exemple le salon informatique Mobile World Congress là, qui va avoir lieu à la fin du mois, risque peut-être d'être annulé à cause de ce virus. Je vous invite à regarder encore une fois Refait la Tech, on en parle notamment, on en débat avec Elsa Bombaron qui a eu quelques infos. Deuxième rumeur ou info, Didier? Alors Olivier, on va parler des AirPods qui, selon Strategy Analytics, se seraient écoulés à 100 millions d'exemplaires en 2020, ce qui est absolument énorme. Et Apple aurait même 74% de part de marché des écouteurs sans fil, ce qui me paraît monstrueux quand tu vois toutes les copies qui circulent. Ne cherche pas, c'est Siri. Bravo Luc. Allez, troisième rumeur. Alors justement, on parle de Siri dans la troisième rumeur, puisque là aussi, on a encore des statistiques d'utilisation donc des différents assistants. Et le HomePod, tu vois, serait même pas classé dans les top 3-4 des assistants les plus utilisés aux États-Unis, sachant que c'est Alexa qui est en tête, et puis Google deuxième. Voilà, et Apple est dans les autres assistants. Je sais pas ce qu'il y a d'autres dedans. Tout à l'heure avec Luc, il manque un écosystème. Luc, c'est ça en fait. Hein, on est bien d'accord. Ouais. Quatrième rumeur. Alors, tu sais qu'il y a Apple qui va lancer donc un iPhone SE 2. On l'avait appelé iPhone 9. On ne sait pas trop. Déjà, on ne sait pas s'il va sortir. En plus, comme il y a ces histoires de virus, peut-être qu'Apple va avoir du mal à le produire, en tout cas pour le printemps. Mais les accessoiristes, eux, misent sur le nom iPhone SE 2. Voilà, pour tous ceux qui ont acheté le SE, tu vois, ils se reconnaîtront peut-être dans cet appareil qui, on le rappelle, est basé plus ou moins sur une espèce d'iPhone 8. Quoi. Dernière info, rumeur, Didier? Oui, plutôt une info. Enfin, en fait, c'est assez amusant puisqu'il y a plusieurs médias qui se sont plaints ces derniers temps de perdre beaucoup d'audience à cause d'Apple, puisque tu sais, Apple News n'est pas encore dispo en France, sauf dans le petit widget de ton téléphone. Mais là, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une IA? Est-ce que ce sont des humains qui choisissent les médias et les articles qui vont être publiés? Ça pousse des infos, c'est ça, quelques articles en fonction de l'actu du moment. Hein. Exactement. Et par exemple, chez Libé, ça leur rapportait quand même un tiers d'audience. Je ne sais pas si tu imagines. Et tous les utilisateurs d'iPhone et d'iPad qui arrivent directement d'un coup sur le site de Libé. Mais tu vois, il y a quand même une grosse sélection qui est faite en amont. Et par exemple, tous les sites tech, ils sont rarement dedans, voire jamais. Je te confirme. Et c'est dommage parce que voilà, moi, qui est avec nous, ça va aider. Sur un petit peu d'audience. Voilà, mais on me souffle dans l'oreillette que ce ne serait pas forcément de l'IA derrière tout ça. Ce serait juste un doigt et un bouton. Voilà. Allez, on enchaîne sur l'IA et on va essayer de répondre à une question importante. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? On parle d'IA, Luc, on ne peut pas on peut pas en parler sans ouvrir le volet éthique. On parle de big data, on parle de traitement de données personnelles à grande échelle. Alors tu es français, qui vit dans la Silicon Valley. On sait que l'Europe a une approche
qui se veut plus éthique qu'aux US, à l'image de la RGPD. Tu sens vraiment la différence au quotidien ? Non. En fait, non. Les Américains sont sensibles aussi à ces problèmes. La RGPD est arrivée en mai 2018 en France et en Europe. C'était extraordinaire, c'était très bien, c'était une volonté du peuple, on va dire. En janvier 2020, exactement la même loi est passée en Californie. On a peut-être un peu incité ou Oui, exactement. Donc ouais. ça a été une copie. Donc on a été des précurseurs et les gens se sont rendus compte que c'était une bonne idée en fait, parce que les data je ne sais pas comment on dit. La RGPD. Non, la privacy. La vie privée est privée. importante. Donc les gens se sont rendus compte aussi. Et donc c'est pour ça qu'on a poussé finalement une loi en Californie. Et dans les autres États des États-Unis, ça va arriver aussi. Et justement, en Californie, il y a une autre loi, une autre décision qui a été prise par la municipalité de San Francisco, cette fois-ci toujours autour de l'intelligence artificielle, mais ça concerne la reconnaissance faciale, qui a décidé d'interdire la reconnaissance faciale, contrairement en Chine. On sait qu'en France, on se pose beaucoup de questions. Il y a un livre blanc, il y a l'Union européenne qui est plutôt partisan à Bruxelles de faire un moratoire sur 5 ans. Quelle est toi ta position en tant qu'expert de l'IA ? Ma position, c'est la position du peuple. C'est-à-dire que, encore une fois, je veux que les gens comprennent ce que ça veut dire, qu'ils comprennent les impacts, qu'ils comprennent la raison pour laquelle ça peut être embêtant. Et une fois qu'ils comprennent, ils prennent la décision informée. Donc qu'on ne fasse pas n'importe quoi, n'importe quand, mais qu'on s'informe, et une fois qu'on est informé, qu'on prenne les bonnes décisions. Et le « on », c'est le groupe, quel que soit le groupe, au niveau mondial, au niveau de l'État, au niveau individuel, c'est ce qu'on veut. On essaie d'y contribuer, Warit. Je suis toujours un peu surpris qu'on parle tout le temps de la Chine à ce sujet. Il se trouve qu'il y a une démocratie occidentale qui s'appelle la Grande-Bretagne. Quand nous allons à Londres, nous sommes en moyenne photographiés à peu près 1 millier de fois, je crois. Et je crois que je sais même que c'est aussi branché à des systèmes IA de reconnaissance faciale. Je suis un peu surpris que dans ce contexte-là, on dise bouh la Chine. Voilà, il faut faire très attention. C'est un sujet très important, éthique, politique même, c'est ce que tu disais. C'est pas forcément pour la même raison qu'il y a un système de reconnaissance faciale en Chine et en Angleterre. C'est peut-être ceci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un outil. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un outil. Ouais. Et il faut faire attention. C'est de notre responsabilité de citoyens, etc. On essaye d'informer. Qu'est-ce qu'on porte comme valeur ou pas. Ouais. Oui, voilà. Effectivement. Allez, dernier point qui pourrait être un frein à l'émergence de l'IA et qui fait partie des peurs collectives, le fait que l'IA conduise à la disparition de nombreux métiers, parfois extrêmement qualifiés. Je me souviens souvent de l'exemple que donne le docteur Laurent Alexandre, qui explique, qui est médecin, donc les neurologues devraient disparaître d'ici quelques années à cause de l'IA. Est-ce que tu peux nous rassurer sur ce point-là ? Oui, je vais le rassurer tout de suite. Alors, je vais le rassurer tout de suite. D'ailleurs, je lui conseille de rester dans le domaine médical et pas de mettre les pieds dans l'IA. Ouais. Et donc, ce qui est sûr, c'est que l'histoire nous a montré, depuis des centaines d'années, que les révolutions industrielles, mécaniques, n'importe quoi, il y a toujours, à un moment donné, des problèmes d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des emplois qui sont remplacés par des machines, par des choses. 1770, à Lyon, les canuts sont remplacés par des machines à tisser. Révolution des canuts, blablabla, tout va mal. 1820, 50 ans plus tard, le bassin d'emploi de Lyon est le plus vibrant de la France. Pourquoi ? Parce que, en fait, ces machines qui ont remplacé ces humains, au moment T où il y a eu des problèmes, elle a créé plus tard une économie tellement boomante, je ne sais pas si on dit ça comme ça, que ça a créé plus d'emplois. Donc, à un moment donné, c'est embêtant, il faut traiter ça, il faut faire attention, il faut peut-être faire attention, l'accompagner, c'est sûr. Et le meilleur accompagnement, c'est l'éducation. C'est comprendre qu'effectivement, il va falloir, à un moment donné, pivoter. Et le voyez. Et justement, c'est aussi peut-être lié à ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la position de l'Europe qui veut... sur le thème de la reconnaissance faciale, geler tout pendant 5 ans. Quand on est chercheur dans ce domaine, est-ce qu'on peut arrêter ses travaux pendant 5 ans et pendant ce temps-là, d'autres pays prennent de l'avance ? C'est là toute la difficulté. Et là, ça peut être un bassin, peut-être on pose la question à Warit, ça peut être un vrai... économiquement, avoir une traduction terrible, parce qu'on prenait du retard et on se fait submerger par des technologies qui viennent d'ailleurs. Je me souviens que pendant l'été 2018, à l'école d'été Data Science Summer School à Polytechnique, il y avait une session où on n'avait pas forcément envie d'aller parce que ça parlait d'éthique, de RGPD, on ne savait pas trop ce que c'était, on était entre geeks, vous voyez, donc on est allé. Et puis il y avait cette dame, Mireille Hildeberg, qui nous a fait un exposé passionnant sur justement en quoi la RGPD nous a rappelé quelle était la mission, entre autres, de nous autres chercheurs. Par exemple, l'explicabilité des réseaux de neurones, par exemple. Ça, c'est un sujet qui est important. Est-ce qu'on peut comprendre comment les décisions
ont été produites ou pas. C'est un vrai enjeu. Voilà, donc finalement, je ne crois pas que la RGPD soit un frein. C'est vraiment, ça nous a conforté beaucoup. Ça recentré, sur ce qui est vraiment important. Sur Laurent Alexandre, cette déclaration est forte. Il se trouve qu'il y a eu une autre personne qui a fait une déclaration très, 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 très forte sur les radiologues, je me souviens, c'était Joël Hinton, il y a un peu plus en 2018, je crois. Peut-être qu'il était de mauvaise humeur ce jour-là, je ne sais pas. Il a déclaré il faudrait qu'on arrête de former les radiologues, parce que l'IA, sachant que Geoff Hinton, prix Turing, je crois, est quelqu'un de très très pionnier en IA. Peut-être que, effectivement, c'est inéluctable. L'IA va bouleverser tous les secteurs d'économie. Je crois que c'est à peu près certain. Ça a déjà commencé et ça va juste s'accélérer. Et il faut accompagner le mouvement. Il faut protéger les gens. Voilà. Il faut accompagner. Il faut faire attention. C'est une nouvelle technologie, un bouleversement, mais il faut faire attention. Je vous propose qu'on se projette sur l'avenir. Ce sera le dernier chapitre de cette émission. Que sera l'intelligence artificielle demain? C'est ton émission, Luc, donc on va te laisser la parole. Quelles seront, selon toi, et puis bien sûr, Warid, tu pourras réagir, les avancées qui seront les plus notables dans notre société grâce à l'IA? Il y a quelques domaines où on perçoit que l'IA va avoir un impact, pas forcément négatif d'ailleurs, même très positif. Quels sont les domaines où tu sens que la vie va être profondément changée sans rentrer dans du storytelling, dirons-nous? La chose essentielle qui est évidente, c'est la santé. C'est-à-dire qu'on va réussir à faire en sorte qu'on se sente mieux dans notre monde. Et il y a quelque chose en nous qui est extraordinaire de manière statistique, ça s'appelle l'ADN. La génétique, en clair. Et voilà, la génétique. Et donc, cette génétique est un champ d'exploration extraordinaire pour l'IA. Donc, évidemment, il y aura des progrès fantastiques pour découvrir des maladies bien en amont. Et puis détecter, tu parlais de prévision tout à l'heure, détecter si on a, en fonction de notre ADN, si on va déclencher tel type de maladie, etc. Oui, exactement. Donc c'est détection, c'est évident. Donc ça va être super. Donc la santé. Ça, on sait, ça va être super. Transport, on en a parlé déjà plusieurs fois. Aujourd'hui, j'ai entendu récemment 3500 morts sur les routes en France. D'accord. Certainement, on peut en éliminer 90%. D'accord, c'est pas mal. D'accord. La voiture autonome, toutes les aires d'inattention, le téléphone au volant. L'IA, elle texte pas au volant, elle boit pas un petit coup. Non, tu vois. non, donc, je te confirme. Relativement facilement éliminable. Okay, donc, la plupart des accidents sont facteurs humains aujourd'hui. Okay. Et puis, elle te rappelle de mettre la ceinture, de machin, tous les trucs. Et le dernier qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui me fait un peu rêver, parce que c'est ce que je vis perso depuis des années dans ma propre maison, c'est justement la vie quotidienne. Tout ce que ça peut amener, tout ce que ces objets connectés, ces objets que moi, je vais appeler intelligents, d'accord, même si ils ne sont pas intelligents par eux-mêmes, mais ils sont intelligents collectivement, ça va nous amener des choses rigolotes, des choses qu'on n'a pas à faire quotidiennement qui sont éprouvantes ou fatigantes, ces IA vont nous aider à les faire. Alors c'est le cœur de ton activité aujourd'hui, et tes travaux, entre autres au laboratoire de Samsung, aussi bien à Paris qu'à Sacramento, hein, c'est ça. Et puis je crois, il y a encore un fossé important. Là également, on a beaucoup promis autour de l'Internet des objets. Souviens-toi, il y a 4 ou 5 ans ou 6 ans, en disant ça va révolutionner. Et puis on s'aperçoit, et on le voit tous les jours, qu'il y a des problèmes d'interopérabilité, que la configuration, il y a encore tout à faire, on est bien d'accord. Oui, on est au début, c'est normal. Il n'y a pas d'interopérabilité des objets, ça n'existe pas. Donc ça va arriver petit à petit, on va s'en rendre compte. Mais encore une fois, c'est nous qui allons demander. La demande va créer le... Et tu disais que même à la maison, pour toi, l'IoT était partout. Tu peux nous donner un exemple? Il y a beaucoup d'objets à la maison? Oui, j'ai plus de 200, je crois que j'en suis à 212 aujourd'hui. C'est un bon réseau Wi-Fi, rassure-moi. Oui, ils sont pas mal. mais aussi, il y a le problème de privacy, on parlait de ça tout à l'heure. Mes réseaux sont locaux, donc mes données restent locales. Mes objets parlent entre eux pour me rendre des services. D'accord. Donc, je pense que je parle souvent de ce que j'appelle de l'aperitif scene, qui est quand j'arrive chez moi le soir, que je suis fatigué, il y a l'apéritif qui se met en place. Et l'aperitif scene, c'est quoi? Il y a la cheminée qui s'allume automatiquement, il y a les rideaux qui se baissent, il y a la musique qui va bien, les lumières qui vont bien. Toutes les choses se mettent à marcher ensemble pour me rendre un service et pour, en l'occurrence ici, me préparer à l'apéritif qui est le moment le plus important. Luc. Warid, de ton côté. On a mentionné très brièvement la médecine tout à l'heure. Ouais. Il se trouve qu'il y a quelque chose que, en grande partie, l'IA peut nous rendre plus heureux. Il se trouve que, si vous prenez des chercheurs comme Jean-Philippe Vert, par exemple, qui portent quelque chose qui s'appelle la médecine de précision, je ne sais pas si l'expression française existe d'ailleurs, on dit precision medicine, c'est le fait qu'un médicament est synthétisé sur mesure, juste pour le patient, sans le catégoriser dans une maladie,
parce que nous avons notre code génétique et que ça coûte beaucoup moins cher aujourd'hui de l'extraire par rapport à ne serait-ce qu'à 2001. Il y a eu, vous voyez, ce genre d'approche très statistique, légalement très le droit de le faire. Il y a encore du travail. Non, je parle dans le consentement, dans un cadre médical, etc. On parle de médecine, on ne parle Ouais. pas d'autre chose. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui peut nous faire rêver. Allez, dernière question, Luc. Puisqu'on a le fruit de l'école française en matière de... Oui, le fruit. Il est bien mûr, dirons-nous. Le fruit de l'école française. J'étais payé par Laurent. Très cher. De la recherche. On en est où la recherche de l'IA en France? On sait qu'il y a beaucoup travaillé, beaucoup bataillé au sein de Samsung pour implanter ton laboratoire à Paris. Est-ce qu'on est plutôt bien armé en France par rapport aux autres pays, concrètement? Alors, je vais être comme d'habitude tranché. Oui. On est les meilleurs. Ah bon? Donc c'est tout. Warit. On est les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'on a une école mathématique absolument magnifique, d'accord. Et ça date pas d'hier non plus. Hein. Ça date du siècle des Lumières. Donc ça fait un petit peu de temps, quelques centaines d'années. On a une école mathématique fantastique. Et comme on disait tout à l'heure, l'IA d'aujourd'hui, c'est des mathématiques, d'accord. C'est des mathématiques, c'est des statistiques, c'est de la logique. Et en ça, on est les meilleurs. En prix, qui est le prix Nobel de mathématiques en quelque sorte, qui est ce qu'a eu notre Villani, par exemple, on est numéro 2 juste derrière les États-Unis à un près. D'accord. Un peu moins nombreux quand même. C'est Et quand même assez on est remarquable. un tout petit peu moins nombreux qu'eux. Et eux, en fait, quand on regarde, c'est pas vraiment des Américains qui ont les prix. Mais bon, on est les meilleurs. Ouais. On a un vivier fantastique. Maintenant, grâce à ce qui s'est passé dans les années 2012-2013 avec Fleur Pellerin, on a une vraie dynamique Avec la French Tech, notamment. qui fait qu'on a ces pousses qui arrivent. On a un dynamisme fabuleux et on a des cerveaux. Maintenant, est-ce qu'on a des marchés? Ça, c'est autre chose. Mais au niveau de l'IA et de la créativité et de la création d'algorithmes et de l'utilisation de ces algorithmes, on est les meilleurs. On est en ordre de marche. Il faut conclure, Warit. Il est Vas-y. grand temps pour moi de faire une formule choc. Je ne sais pas ce que nous n'avons pas, mais nous avons des idées. Bon, Voilà. super. Grosso Allez, modo. on passe vite à vos coups de cœur, sinon Luc a loupé son avion. Les coups de cœur tout de suite. Très vite, Monsieur X, les coups de cœur. Votre coup de cœur cette semaine? Oui, alors moi, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur de remplacement. Tu sais que dans macOS, en passant de iPhoto, feu iPhoto à la nouvelle application photo il y a quelques années, on avait perdu un truc qui m'était cher, moi. C'était la capacité à imprimer soit les albums photos, soit par exemple son calendrier annuel. Ce que je faisais beaucoup, c'était simple et de super qualité. Voilà, donc depuis, Apple nous a laissé un peu comme des rondes frites avec des services tierces, et puis à réintégrer un certain nombre de ces services dans Photo. Et j'en ai essayé un pour faire, enfin je les ai même tous essayés, j'en ai choisi un pour mon calendrier 2020 qui s'appelle Motif Photo. C'est aussi beau que ce que faisait Apple, il y a plus de possibilités, super bien intégré à l'application photo, très rapide et à un prix qui est moins cher que le prix d'Apple précédemment. Donc on a retrouvé la capacité à faire des projets physiques, de la carte postale, du portrait, du calendrier depuis photo avec Motif Photo et d'autres. Merci, et je suis Monsieur ravi. X. Ah ouais, très bien. Merci, Monsieur X. Didier, très vite, ton coup de cœur. Ouais, c'est un beau coup de cœur. D'ailleurs, il y aura peut-être une petite vidéo cette semaine sur notre chaîne YouTube. C'est un petit boîtier qui permet de transformer ta voiture qui est compatible CarPlay filaire en CarPlay Wi-Fi. Voilà, ça coûte à peu près 170 €. Et bah, tout simplement, tu rentres dans ta voiture et pour les petits trajets, tu n'as plus besoin de te brancher. Alors, c'est un peu une espèce de hack parce qu'en fait, il stream l'USB, il le refile à ta bagnole. Donc, potentiellement, Apple peut peut-être le bloquer. Ça marche pas à 100%. J'ai eu des petites coupures. Mais en tout cas, ce boîtier me change la vie. Enfin, moi qui prends souvent la voiture comme ça pour des petits trajets. Et c'est vrai que j'espère que ça va perdurer et qu'on pourra tous acheter ça. En tout cas, ça va arriver cette année et je pense qu'ils vont en vendre des pelletés. Moi, j'aurais plutôt un boîtier pour transformer les voitures qui ne sont pas CarPlay en voitures CarPlay, mais ça va arriver un jour. Warid, de ton côté? Oui, j'ai un coup de cœur IA. Il se trouve qu'il y a une entreprise qui s'appelle Diplomatique, qui est française, qui est née à Paris, dont l'un des membres était en doctorat à l'École normale supérieure de Paris, INRIA, CNRS, tout ça, bref, qui va bien. C'est une entreprise qui marche bien. Elle est apparue économiquement dans les cadrans Forrester en début janvier. C'est une réussite française et je suis très très content. Cocorico. Voilà. Merci Warid. De ton côté? Mon coup de cœur, c'est une compagnie qui s'appelle Plume Labs, qui crée un device qui permet de connaître à n'importe quel endroit quel est le taux de pollution globalement et de connaître la qualité de l'air. Et en plus de ça, il crée un réseau crowdsource qui permet de savoir dans le monde entier à n'importe quelle à la granularité d'une rue
quelle est la qualité de l'air dans cette rue à n'importe quel moment. Savoir si c'est le bon moment d'aller courir ou pas, c'est le bon moment de sortir, Exactement. d'accompagner les enfants. Au parc notamment, on voit bien ta fibre autour des objets connectés et c'est français, Plume Labs. De mon côté, je reçois un responsable de Samsung, je me devais de faire un coup de cœur sur un produit de Samsung. Alors, c'est pas le nouveau téléphone pliant qui a fait tant couler dans cette semaine, mais c'est un produit qu'on peut brancher au Mac. C'est de la dernière génération d'écran 32 pouces, 4K, j'ai oublié la référence, on le mettra dans les commentaires de chez Samsung. La particularité, tout simplement, c'est son pied qui est assez original. Vous l'accrochez sur le bureau directement, un peu comme une lampe de bureau, vous la vissez et vous pouvez incliner le pied sur l'avant. C'est très original, ça prend pas de place, c'est assez design, assez minimaliste, j'aime beaucoup et la qualité d'image est plutôt au rendez-vous et c'est borderless, ça nous change des écrans d'Apple en ce moment. Voilà, c'est la fin de ce 360e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas également notre nouvelle émission On refait la tech. Allez voir ça, ça nous a demandé beaucoup de travail. On espère que ça vous plaira. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. À la semaine prochaine. Au revoir.